dont j'ai oublié le nom, qui était très actif, ou un Hollandais, qui était très actif, voilà, dans le domaine du transhumanisme. Oui. Qu'est-ce qu'il il est toujours actif? Ah, il est toujours actif, mais il sort plus de chez lui, d'après ce que j'ai entendu. Mais il s'appelle Nicolas Bostrom. Bostrom est toujours là, bien sûr, et il écrit beaucoup sur les Il s'est érigé en véritable pape, lui. Oui. Disons que je pense il m'avait expliqué que j'avais rien compris parce que c'était lui qui savait tout. Ah. C'est un peu normal. Disons que c'est lui qui a créé la WTA Oui, avec voilà, Alan Pierce voilà. dans les années... Bon, mais il n'est pas le seul transhumaniste à bord. Pour faire une petite précision, dire qu'il ne sort plus de chez lui, il ne sort plus de son université à Oxford. Oui, bien sûr. Il est suédois d'origine. Disons qu'il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Est-ce que nous avons une impression pour M. Sussan? Oui. Bah, justement, pourquoi ne sort-il plus de ce... Non, mais c'est une plaisanterie que j'ai faite. C'est simplement qu'il est en train d'écrire un gros livre. D'accord. Voilà. Mais oui, c'est pas une question d'enfermement Non, non, névrotique du tout, dans du tout. un univers. Du tout, pas à ma connaissance. Non, non. C'était une plaisanterie. Est-ce qu'on peut dire que Nick Bostrom est moins en avant, comment dire ça, du point de vue organisationnel, du point de vue structure, et donc l'organisation mondiale a fait un petit peu de chemin, et lui c'est moins impliqué dans les aspects structurels. Je pense que lui-même est beaucoup plus intéressé maintenant, effectivement, il est d'écrire ses livres, et bon, il a donc son Institut pour le futur de l'humanité à Oxford. Je pense qu'il est moins intéressé, mais ça, je ne veux pas être l'interprète de Nick Bostrom que je n'ai pas vu depuis 10 ans, hein, donc je ne sais pas du tout où il en est, mais effectivement, je pense qu'il est beaucoup plus centré sur ses propres travaux, tout simplement. Et une autre question peut-être? Excusez-moi, où est-ce que vous situez la Singularity University de Michael Est-ce que c'est un lieu de convergence, un carrefour qui réunit des familles post-humanistes? Ou est-ce que c'est toujours un mouvement qui est extrêmement parcellaire et morcelé? Alors, du peu que je connais de la Singularity University, d'abord, c'est pas une université, c'est plutôt une espèce d'organisme de stage, ce que j'ai cru comprendre, quelque chose qui dure 6 mois. En fait, ils prennent des étudiants pendant une session, Voilà. Ils montent des projets qui sont financés par les entreprises Voilà. de la Silicon Valley. Donc, c'est intéressant. Ce qui est très intéressant dans des choses comme la Singularity University, c'est que bon, ce qui m'est toujours apparu, manifestement à tort, comme étant l'idée la plus délirante des transhumanistes, l'idée de la singularité, est celle qui prend le plus. C'est-à-dire effectivement les gens de Intel, etc. Reprend. Et bon, le thème de la singularité université, d'après ce que je sais, il y a de francs transhumanistes dedans, je crois, hein, je crois qu'il y a Kurzweil, il y a David Orban, etc. Mais à ce que j'ai compris, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose, c'est plutôt une espèce d'organisme qui va aider des projets techno, un petit peu... Ouais, ils sont sur la une somme qui est quand même un petit peu... une bonne somme. Monsieur Gounardi, c'est quoi? Je vais répondre un petit peu plus précisément. Donc, en fait, c'est des programmes de 6 à 8 semaines en été. Il faut beaucoup d'argent pour y aller. Ils prennent des gens, des doctorats, des entrepreneurs, plein de profils, mais que des profils qui jugent très très bons. Il y a plusieurs domaines d'études de l'espace, nano et technologie, ils les mettent ensemble. C'est des gens, l'espoir est qu'en étant des gens jugés comme brillants ensemble, ils fassent des projets. Aussi, c'est très axé sur tout ce qui est réseau également. C'est un esprit très très californien. C'est très très spécial. Pour dire un mot, excusez-moi, je ne vais pas intervenir tout le temps, mais j'ai constaté que la National Science Foundation aux États-Unis, depuis déjà 10 ans, a repris le thème de la singularité pour en faire un propulseur pour des recherches, comme ils disent, converging et exponentielles. Et il y a quelques jours, il y a un document qui vient d'être sorti par les gens du MIT, du secteur social, santé, qui disent qu'il faut à nouveau reprendre cette idée, parce qu'on ne sortira pas des médications et des méthodes classiques, on ne fera aucun progrès dans la guérison. C'est donc un projet politique pour les États-Unis. Et les États-Unis qui manquent un peu d'idées actuellement et manquent d'argent à la suite de la crise que vous connaissez, on peut penser que ça va être pour eux, ou tout au moins pour leurs intellectuels et leurs scientifiques, un booster très important. C'est donc pas de la rigolade, hein, c'est pas de la rigolade. D'ailleurs, je tiens à dire quand même pour préciser que le fait que ce soit lié à la science-fiction et à la pop culture ne signifie absolument pas que c'est quelque chose qui n'a pas de conséquences, etc. Oui, ce dont vous parlez qui est important, c'est ce qu'on appelle la convergence NBIC. C'est-à-dire qu'il y a eu une dizaine d'années, il y a eu un rapport à la NSF, dirigé notamment par quelqu'un qui a son rôle, qui s'appelle William Bainbridge, qui effectivement
parlait de convergence NBIC, c'est-à-dire nano, bio, info, cogno, et qu'effectivement, bon, ça aboutissait, comme le disait le rapport dans son titre, à l'amélioration des performances humaines. Bon, William Bainbridge est quelqu'un qui est très lié au mouvement transhumaniste aujourd'hui. Je dois dire qu'il y a 10 ans, son nom n'apparaissait pas du tout dans les ministres transhumanistes quand il a fait le document. Donc c'est plus une convergence entre Bainbridge et le transhumanisme que réellement un rapport qui s'est établi. Aujourd'hui, Bainbridge, c'est assez intéressant, s'intéresse beaucoup aux jeux en ligne, à World of Warcraft et aux choses comme ça. Donc c'est vous dire qu'effectivement c'est encore pour revenir à ma démonstration, c'est intéressant de voir que William Bainbridge effectivement est dans les jeux en ligne aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est politique? Oui, c'est certainement politique. Moi, mon opinion là-dessus, qui vaut ce qu'elle vaut, donc je ne suis pas un scientifique très spécialisé dans ce genre de choses, c'est très certainement politique, mais n'est-ce que politique? C'est-à-dire que, il me semble, mais c'est une impression, que dès les années 80, quand on a commencé à parler de vie artificielle et d'extension de la notion d'information et de computation, bon là on rentre dans des domaines très techniques, à l'ensemble des sciences, notamment des sciences du vivant, et aujourd'hui avec l'ordinateur quantique et certaines idées de la physique, on est au bord d'une espèce de convergence qui est réelle. Bon. Maintenant, les deux sont possibles, c'est-à-dire que vous avez peut-être un projet politique publicitaire qui rejoint des intérêts scientifiques réels, et le tout c'est d'arriver à décortiquer ce qui est de l'ordre de la publicité, de recherche de financement, etc., et de ce qui est de l'ordre de ce qui se passe vraiment quelque chose. Mais ça, vous lisez l'histoire des sciences, c'est toujours le cas. Hein. Vous lisez Galilée, vous lisez des choses sur Newton, vous apercevez que c'est complètement lié aux politiques de l'époque et que c'est déjà à l'époque, la science n'était pas pure. Si Galilée s'exprime en italien, c'est peut-être une des raisons qui a créé la révolution galiléenne. Donc vous voyez à quel point, effectivement, déjà à l'époque, le rapport entre la propagande, la religion, des fois, l'argent et la science était déjà tout à fait présent. Une autre question éventuellement? Oui. Oui, vous avez dit que le transhumanisme avait pris la science-fiction au sérieux. Est-ce qu'il a pris aussi au sérieux des ouvrages comme Le meilleur des mondes d'Huxley? Parce que vous n'avez pas parlé de tout un... Oui, il y a toute l'ambiance dystopique. C'est vrai que quelque part, effectivement, je dirais que c'est pas son influence principale, sinon par contrario, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que je pense cherche beaucoup de transhumanistes aujourd'hui, ça n'est pas reproduire le meilleur des mondes. La question est, y arriveront-ils ou pas, ça c'est une question, mais je pense que vous rencontrerez rarement un transhumiste qui va dire « Ah ouais, le meilleur du monde, c'est vraiment ce que je veux ». Ou alors, s'il le pensera peut-être, mais il ne vous le dira jamais, de toute façon. Donc, c'est quand même pas... Effectivement, par contre, ce qui est intéressant, c'est... Moi, je dis toujours, les gens parlent toujours du meilleur des mondes d'Huxley, personne ne parle de Il. Pourtant, Il, c'est le dernier ouvrage d'Huxley. Et dans Il réinvente complètement certains des concepts du meilleur des mondes en disant finalement le soma du meilleur des mondes devient le moksha dans Il, c'est-à-dire une drogue de libération. Il y a aussi de la manipulation génétique dans Il, d'ailleurs assez stupide comme idée. Il dit, bon, en gros, un scientifique qui va avoir, si vous prenez les parentozoïdes ou les ovules d'un scientifique, il aura plus de chances de créer un scientifique. Bon, c'était les années 60, hein. Mais il reprend cette idée dans Il et la considère positivement. Donc même Huxley, si on veut analyser Huxley, on s'aperçoit que Huxley était quelqu'un qui avait une pensée beaucoup plus duelle, subtile, etc., que ce qu'on imagine, parce que souvent les gens pensent meilleur des mondes et ne pensent pas Il. Oui, c'est qu'il a aussi été intéressé par le mysticisme avec le point de la perception. Tout à fait, bien sûr. Donc, non mais je posais une question par rapport à ce livre précis. Huxley était très copain de Timothy Leary. Ah ben il y a même une histoire très amusante avec Huxley et Timothy Leary, c'est que Huxley et son ami Alfred Osmond cherchaient quelqu'un pour répandre la grande parole des psychédéliques, et ils ont trouvé Timothy Leary, et Osmond a demandé à Huxley, vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu trop timide? Alors que Timothy Leary allait faire exploser complètement tout l'arsenal médiatique, donc c'est très drôle. Oui, Huxley et Leary. Et Huxley, par exemple, a un frère qui a un certain rapport avec le transhumanisme. Oui, puisqu'il a créé, c'est vrai, Julian Huxley est le premier, je crois, à avoir utilisé, alors c'est très discuté ça. Certains vont dire c'est Max More qui est le premier à parler de transhumanisme. D'autres vont dire c'est Julian Huxley, d'autres vont dire c'est Dante, qui effectivement au XIIIe siècle parle de transhumanare, c'est-à-dire dépasser la condition humaine. Donc vous faites votre choix. La transhumance. Et la transhumance. Je ne sais pas si c'est très loin ça. Excuse-moi.
Allez-y, je l'entends. En fait, vous racontez une contre-culture qui devient devenir mainstream. Il y a quelque chose de sans doute très générationnel là-dedans, parce que le regard qu'on porte sur la technologie qui change et éventuellement ce que la technologie apporte dans les vies quotidiennes des citoyens. Et évidemment, il y a un gros écart entre deux générations aujourd'hui qui vivent les unes avec les autres. Est-ce que vous pensez, comme M. Beignet, que tout ce qui sera bientôt techniquement possible se fera? C'est-à-dire, où on en est de... C'est ce que vous l'aviez dit, je vous cite, enfin, sous votre contrôle, mais que tout ce qui était technologiquement possible sera un jour réalisé, quelles que soient les prohibitions religieuses, etc. Est-ce que d'après vous, on s'achemine, parce que l'opinion est en train de changer de point de vue sur les technologies, peu importe le transhumanisme ou pas le transhumanisme, est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle ère d'expérimentation et d'une recherche qui n'a plus la chape de plomb de l'interdit de la création du vivant, par exemple, qui est imposé par les différentes religions? Alors bon, ça va très loin. Moi, je pense un petit peu comme Jean-Michel Beignet. Hein. Je pense que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui sera technologiquement, et je rajouterais économiquement possible, se fera. C'est-à-dire que s'il ne faut pas dépenser un argent faramineux dedans, ça se fera. Ceci dit, ça peut mettre du temps. Hein. Les fameuses cités spatiales dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 69, elles étaient faisables. Elles le sont encore aujourd'hui, elles n'ont jamais été faites pour des raisons économiques diverses, parce que c'était un travail à long terme et tout. Mais tout ce qui, à mon avis, je dirais, est faisable pas cher et de manière décentralisée, se fera. Sachez qu'aujourd'hui, pour parler de la manipulation du vivant, vous avez toute une scène qui s'appelle la scène du biohacking, de la biologie de garage, qui consiste effectivement à essayer de bricoler son ADN dans sa cuisine. Bon, pour l'instant c'est mignon, hein, ne soyez pas effrayés, c'est plus refaire le programme, un petit peu le programme de terminale par ses propres moyens que vraiment s'amuser à recréer le vivant. Sachez quand même que depuis une semaine, le premier séquenceur d'ADN de bureau est aujourd'hui disponible, c'est-à-dire qu'il est capable de séquencer 10 millions de bases d'ADN. Les bases d'ADN, c'est des petites sections moléculaires de l'ADN en 2 heures. Il coûte quand même 50 000 $, qui n'est pas dans les prix de tout le monde, je veux bien le concevoir, mais sachant que le prix d'un séquenceur d'ADN, c'est 2 millions en général. Déjà, cette baisse de prix est du même ordre que la baisse de prix des premiers micro-ordinateurs qui n'étaient pas donnés par rapport aux ordinateurs mainframe. Donc si c'est aujourd'hui c'est à 50 000 $, comptez 5 000 non pas dans 10 ans mais dans 2 ans, et comptez 500 dans 5 ans. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il va falloir commencer à se poser la question effectivement de la génétique et de la biotechnologie personnelle, qui à mon avis est un débat qui va vraiment prendre les gens de court, parce que je dois reconnaître, je ne sais pas, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais que le monde de la biologie ne touche pas, par exemple, beaucoup les transhumanistes, surtout américains, qui sont très branchés sur l'intelligence artificielle. Le sujet, c'est l'intelligence artificielle va-t-elle dépasser l'être humain, et à part quelqu'un comme Brian Bishop qui effectivement travaille dedans, il y a très peu de réflexion sur la biologie personnelle et la biotechnologie personnelle, même chez les transhumanistes. Or ça va prendre de court peut-être tout le monde. Et effectivement, la question va savoir, alors toute la question prohibition, interdiction, non interdire, etc. va se poser de manière accentuée avec l'arrivée du biohacking. Une remarque à ce sujet, d'après ce que je pense en avoir lu, on constaterait un certain transfert de gens qui viennent du hacking traditionnel, informatique, et déjà nombreux parmi ceux qui s'intéressent au biohacking. C'est la même, Grouandy, par exemple, qui crée les biobriques, c'est un hacker, et quand il va faire sa conférence sur la biologie synthétique, il va la faire où? Il va la faire au Chaos Computer Club de Berlin, c'est-à-dire pas devant des biologistes, mais devant des hackers et des informaticiens. C'est pour ça que le lien quand même entre la pop culture dont tu as parlé tout à l'heure n'est sans doute pas inexistant, parce que parmi ces hackers, c'est là qu'on trouve la culture geek. Donc voilà, ce sont en bonne partie les mêmes personnes, on devrait retrouver en bonne partie le même état d'esprit dans le biohacking. Tout à fait. Mais excusez-moi, je suis italienne et vous avez effectivement évoqué Galilée. Et dans le programme NBIC, qui est la convergence technologique, les États-Unis ont quand même emprunté à notre Renaissance italienne une méthode, qui est la multidisciplinarité. Et une façon de penser qui est très humaniste en fait. Donc,
C'est ça l'objet de ce que je dirais très succinctement à la fin de cette manifestation. Et si je peux rebondir sur l'intervention de Mme Brunazzi, tu as parlé, Rémi, donc de l'idée que ce concept, cette idée de reconstruction de l'humain par lui-même viendrait de la science-fiction. Mais je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on en trouve ses racines au moins dans l'humanisme du XVe siècle. Moi, j'aime bien quelques phrases de Pico de Mirandol, qui dit quelque chose de cet ordre-là. Et puis on peut rebondir encore bien plus haut. Si je peux rebondir là-dessus, je dirais que Pico de Mirandol avait lui-même pris cette phrase à l'Asclepius, qui est un traité hermétique effectivement du XIe siècle, je crois, etc. Et on retrouve encore ces liens que je n'ai pas eu le temps ni l'occasion entre pop culture, contre-culture, occultisme et transhumanisme, puisque l'Asclepius est un des grands classiques de la pensée. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à l'idée que ce sont des idées qui travaillent depuis longtemps beaucoup de monde. Une question, oui. Je peux mettre l'image d'un monde post-idéologique très fluide, donc il peut y avoir un transhumanisme gothique ou de mais je demande justement, c'est vraiment une question, comment ce scénario très fluide va jouer par rapport à des décisions lourdes, style qui vont être prises forcément au niveau de l'État, style financé ou pas, de gros financement ou pas, à la lutte contre le vieillissement par exemple? Si je réponds j'en sais rien, c'est mal, mais effectivement je ne sais pas. Il me semble deux dimensions différentes. Il y a deux dimensions et tu as tout à fait raison. Une culture totalement fluide et un jour des gens devront décider ou pas dans la loi. Je vais répondre vraiment de manière très en disant vraiment que je ne sais pas quand même beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'aujourd'hui, alors c'est quelque chose que je suis depuis quelques jours, donc sur lequel je ne suis pas encore très au point, il commence à y avoir l'idée de création de nouvelles sociétés, de nouvelles économies, précisément autour du jeu en ligne. D'ailleurs, Bainbridge est dedans, donc c'est pas surprenant. Mais aujourd'hui, il y a cette espèce bon, c'est un autre sujet complètement qui n'a rien à voir autour du thème de la gamification, etc. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, la société de demain sera plus constituée de réseaux possédant chacun leur monnaie, leur système de valeurs, etc. Et que c'est ces réseaux, plus que les nations ou les entreprises, qui feront des décisions. Je veux dire, l'affaire Wikileaks, pour donner un exemple, quoi qu'on en pense de Wikileaks, il faut reconnaître que ça avait bougé les choses dans un sens ou dans un autre, et qui montre qu'il y a effectivement l'arrivée de nouvelles structures de pouvoir, et je ne suis pas certain qu'effectivement les structures actuelles de pouvoir soient adaptées. Mais bon, là, je m'avance vraiment dans quelque chose où, bon, très flou dans ma tête. Une dernière question peut-être pour M. Suissant. Justement, parmi les pères fondateurs, que ce soit la L5 Society ou Stewart Brand, est-ce qu'il y a déjà des positions éthiques, philosophiques, politiques? Est-ce que c'est un enthousiasme un peu candide ou est-ce que alors la question de savoir si c'est candide ou pas, c'est d'ailleurs tout un sujet de débat. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que dit Arius sur le problème des rapports entre les mouvements radicaux politiques et les mouvements issus de la contre-culture. Et finalement, quand je parle du divorce entre l'IRI et le transhumanisme entre guillemets mainstream, c'est peut-être encore cette différence entre les mouvements contre-culturels et les mouvements radicaux. C'est-à-dire que les mouvements contre-culturels visent d'abord la satisfaction d'un individu. Et les mouvements radicaux visent d'abord la transformation de la société. Il y a toujours un point où les mouvements radicaux vont être d'accord avec les mouvements de transformation d'individus. C'est pas simplement à l'époque des années 60, l'exemple type c'est surréalisme et communisme. C'est-à-dire que vous avez à un moment une marche main dans la main entre surréalisme et communisme. Et puis petit à petit, il y a Breton qui commence à parler du vent de cotimisation qui sort du RSS, Aragon qui choisit entre plutôt le communisme, etc. Et vous avez une séparation. Dans les années 60, vous avez les mouvements de l'extrême gauche américaines, comme la SDS, comme les Weathermen, etc., qui vont être liés au mouvement hippie contre-culturel. Et puis, ça va exploser. Ça va encore exploser, qui va d'ailleurs se trouver au centre de l'explosion, comme toujours, c'est Timothy Leary, qui va donc se faire évader de prison par les Black Panthers, pour se retrouver mis en prison par les Black Panthers à Alger. Parce qu'effectivement, il était pas très contrôlable, pour plein de raisons. Donc effectivement, vous avez toujours cette espèce de conflit qui existe, et je pense que c'est un peu aussi la question, c'est-à-dire est-ce que de toute façon, les structures politiques, est-ce qu'elles changent directement? Oui, elles changent parce que les gens veulent les changer, mais très souvent, elles changent dans le cadre d'un bain culturel où certaines idées qui paraissaient excellentes il y a 30 ans paraissent brusquement totalement stupides.
Et donc, effectivement, bon, les législateurs ne vont plus les prendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans 5 ans, plus personne ne prendra une décision de type Hadopi, pour dire les choses très clairement. Et c'est pas forcément parce qu'il y aura eu des militants et tout, c'est parce qu'on se sera rendu compte qu'effectivement, ça ne tient pas. Voilà, on va s'en tenir là pour cette première intervention.